Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Éclair TV. Et nous nous retrouvons donc, comme chaque vendredi, pour faire une analyse de l'actualité qui a concerné la Guadeloupe ou d'autres espaces du monde. Aujourd'hui, trois sujets ont retenu en tout cas l'attention et méritent un regard particulier. Tout d'abord, vous avez entendu que certains députés, y compris de la Martinique, se posent la question de l'étendue des prérogatives des préfets outre-mer. Qu'en est-il exactement? Les préfets sont-ils nécessaires? En outre-mer, ont-ils des prérogatives qui seraient plus exorbitantes que ceux de l'Hexagone? Premier sujet. Le deuxième sujet qui est un peu passé inaperçu, c'est l'élection de Jean-Claude Maes, le maire de Capesterre de Marie-Galante, à la tête, à la présidence de l'association, la CEDOM, l'association des communes et collectivités d'outre-mer, donc qui concerne toutes les collectivités ultramarines, aussi bien de l'Atlantique, du Pacifique que de l'océan Indien. Et puis, il n'a pas pu vous échapper au-delà de l'aspect sportif et de l'aspect émotionnel que le Qatar, avant le début de la Coupe du Monde, a fait l'objet d'un certain nombre de polémiques s'agissant du respect des droits de l'homme dans en tout cas dans ce pays organisateur de la Coupe du Monde de football. Nous allons faire un point sur le régime au Qatar, qu'en est-il exactement, et les relations qui peuvent exister entre le sport et la politique. Je vous propose donc que nous passions tout de suite à l'analyse du rôle des préfets concernant l'outre-mer. Les préfets ont suivi l'évolution juridico-politique de la France. Et il faut distinguer trois périodes. La première, c'est avant 1982, donc c'était l'époque de la centralisation, et les préfets étaient presque dans la droite ligne des gouverneurs, tant ils disposaient de prérogatives, y compris de la prérogative d'imposer à certaines collectivités d'inscrire à l'ordre du jour de leur délibération, d'un conseil municipal ou du conseil départemental à l'époque, un certain nombre de sujets dont le préfet, avant 1982, je le répète, jugeait de son utilité. À partir de 1982 est intervenue la décentralisation, deuxième étape. Cependant, la décentralisation a été plus rapide que les nouvelles prérogatives des préfets, puisqu'en réalité, la déconcentration qui accompagnait la décentralisation, il fallait donner aux préfets des prérogatives de décision plus larges, qui soient au moins au même niveau que les élus, pour qu'il puisse y avoir un véritable dialogue local. Et il a fallu attendre la loi administration territoriale de la République de 1992 pour que la déconcentration se mette en marche et que les préfets disposent de prérogatives en 1992 qui leur permettaient de prendre un certain nombre de décisions sans pour autant être obligés de se référer systématiquement au ministère de l'Intérieur, en tout cas à leur administration de tutelle. Par exemple, l'administration de tutelle donnait des crédits globaux et à partir de 1992, on a vu les préfets avoir la capacité à individualiser un certain nombre de lignes budgétaires en lien avec les contrats qui seraient passés entre l'État et les collectivités. Il y a une troisième étape sur laquelle je voudrais insister. Il s'agit de la circulaire du 8 avril 2020 qui donne au préfet un pouvoir de déroger aux règles nationales. Et il faut regretter, c'est peut-être ce qui, à mon avis, suscite autant de difficultés et voire même autant d'interrogations sur l'utilité même de la présence des préfets outre-mer, c'est que ce décret, c'est le décret 2020-412 du 8 avril 2020, autorisait les préfets à déroger à un certain nombre de règles nationales pour favoriser l'accès à certaines aides ou en tout cas simplifier les procédures
pour permettre à ce que certaines prestations ou certains services qui concernent les individus, les entreprises ou les associations puissent être facilités. Et il faut reconnaître que les préfets en Outre-mer en particulier, à l'exception de celui de Mayotte qui a utilisé ce pouvoir de dérogation conféré au préfet 4 fois, dans les autres territoires ultramarins, en tout cas ceux qui sont régis par l'article 73, très peu de dérogations ont été mises en place. On est donc, si vous voulez, dans une situation actuelle où c'est vrai que si les préfets n'ont pas un pouvoir d'opportunité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imposer aux collectivités d'inscrire des points à l'ordre du jour, en particulier dans les compétences qui ont été décentralisées, l'État n'a plus la main. Cependant, le préfet dispose de 2 armes redoutables qui interpellent donc les élus politiques à la Guadeloupe. D'abord, ces services qui, si vous voulez, imposent un certain nombre de normes, empêchant par exemple, c'est le cas en matière d'urbanisme, la réalisation d'un certain nombre de projets. Donc, il y a une technicité, mais surtout une technocratie et une hiérarchie des normes sur laquelle peut s'appuyer l'État pour dénaturer un projet, premier élément. D'autre part, n'oublions pas que les délibérations des collectivités territoriales sont sous le contrôle de légalité de la préfecture et que ce contrôle de légalité a la possibilité de quereller un certain nombre de décisions après la procédure dite préalable d'interrogation de la collectivité par rapport à certaines références juridiques, la possibilité pour le préfet de saisir le tribunal administratif, voire même s'il y a une situation d'urgence au point que la vie des citoyens soit menacée, le préfet garde la possibilité de pouvoir suspendre tout simplement l'effet d'une délibération. Donc, cette forte cette forte contrainte technique et juridique imposée par les services de l'État, le contrôle de légalité, certes a posteriori, mais qui parfois amène des relations conflictuelles entre les collectivités locales et le préfet, amène beaucoup d'élus à dénoncer donc la contrainte des normes et à demander une certaine simplification, et que cette simplification exige, me semble-t-il, 2 sources. La première source serait que les collectivités, dans le cadre de la réforme de la décentralisation, donc l'acte 4 de la décentralisation, qu'il puisse y avoir davantage de prérogatives confiées aux collectivités territoriales. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu l'appel de Fort-de-France et que de toute façon le concept de domiciliation du pouvoir, d'une manière ou d'une autre, fait lentement mais sûrement son chemin. Premier élément, première source. La deuxième source, les préfets doivent peut-être avoir de leur côté davantage de souplesse en ce qui concerne donc leur pouvoir dérogatoire qu'ils ont la possibilité d'utiliser. En tout cas, c'est à titre expérimental. Et c'est sur la base, me semble-t-il, de ce pouvoir dérogatoire, aussi bien confié pour certaines compétences décentralisées aux collectivités que pour certaines compétences déconcentrées aux préfets, c'est sur la base, me semble-t-il, de ce pouvoir dérogatoire qu'il y aura une adaptation aux particularités de l'outre-mer et par conséquent de chacun des territoires, puisque cette dérogation ne peut pas être la même pour la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie ou par exemple la Polynésie. Je voudrais simplement rappeler que s'agissant de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que Wallis et Futuna, il n'y a pas de préfet, mais qu'il y a un commissaire du gouvernement dont l'étude, en tout cas le champ d'intervention, est restreint. Maintenant, cette restriction est tout simplement en lien avec un statut, et c'est vrai qu'eux, ils sont régis par l'article 74, donc les préfets ont des prérogatives beaucoup moins importantes. Voilà, nous avons terminé pour ce premier sujet. Et nous allons passer à l'élection de l'Association des communes et communautés d'outre-mer. Vendredi dernier, le maire de Capesterre de Marie-Galante, Jean-Claude Maes,
qui est maire de Capesterre, conseiller général du canton de Marie-Galante, a été élu président de l'association des communes et des communautés d'outre-mer. Pour rappel, il s'agit de brasser, entre guillemets, je dis bien brasser, des problématiques qui sont très disparates, très différentes, puisque les statuts ne sont pas les mêmes, les difficultés économiques ne sont pas les mêmes, les populations ne sont pas les mêmes, et donc se pose pour donc, le nouveau président un certain nombre de défis. Pour rappel, je précise que Jean-Claude Maes est le maire d'une commune qui vit la double insularité, qui est touchée de plein fouet par les conséquences du changement climatique. Je pense en particulier à la problématique des sargasses, mais également de submersion, et qu'il est également conseiller départemental. Autrement dit, son expérience de la double insularité l'amènera certainement à relever 3 défis. Le premier défi qui concerne les communes ultramarines et dont le nouveau président Jean-Claude Maes, qui prend ses fonctions le 1er janvier 2023, sera confronté, c'est le problème du changement climatique. Parmi les communes et collectivités qui sont les plus exposées à ce qu'on appelle le retrait du trait de côte, auxquels viennent s'ajouter des risques de submersion sans compter des risques volcaniques, il y a en très grande majorité les communes d'outre-mer. Donc, défendre l'idée de la nécessité d'ores et déjà de mettre en place un plan ambitieux pour protéger les collectivités, en tout cas les communes et collectivités, qui sont les plus exposées, certaines étant déjà par la montée des eaux en deçà du niveau de la mer. Premier défi que devra relever Jean-Claude Maes. Deuxième défi qui concerne beaucoup plus les relations entre les communes et l'intercommunalité. Il y a eu des situations de tension, quels que soient les territoires d'ailleurs, dans la mesure où on a reproché à l'évolution législative de donner plus de compétences aux intercommunalités et au détriment bien évidemment des communes. Même si la loi 3DS de février 2022 a quelque part restauré aux communes certaines compétences, mais surtout a renforcé le droit de regard des communes sous l'intercommunalité, cette problématique demeure, elle est donc en lien, elle est politique, et le nouveau président ne pourra pas, si vous voulez, méconnaître ces aspects-là. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Nous avons des statuts de plus en plus différents. L'outre-mer bouge, même les régions gérées par l'article 73 estiment qu'ils doivent avoir davantage de compétences. La Nouvelle-Calédonie, il faut lui trouver un statut très rapidement, dans les 18 mois qui arrivent. Et donc, sur cette base, il va y avoir une modification de la Constitution et de nouveaux statuts précisés, en tout cas pour les Outre-mer. Sur cette base, eh bien, le nouveau président de la CEDOM devra pouvoir porter les attentes des différentes collectivités ultramarines et surtout trouver le bon équilibre entre leurs spécificités, puisque la Nouvelle-Calédonie, qui a un statut particulier déjà très avancé, alors que d'autres collectivités veulent toujours rester strictement dans le droit commun. Je pense en particulier à Mayotte, mais c'est lié à un contexte spécifique dans la mesure où le droit commun concernant Mayotte est surtout concerné par les aspects beaucoup plus sociaux. Donc voilà, 3 grands défis qui se présentent à Jean-Claude Maes, le futur président, en tout cas de la DOM, qui a été donc élu vendredi dernier, qui prendra ses fonctions le 1er janvier. Ben, on ne peut que lui souhaiter bonne chance, mais c'est une expérience qui, je reste persuadé, j'en ai discuté avec lui, il en est lui-même persuadé, c'est une expérience qui est très riche dans la mesure où il pourra toucher du doigt la diversité à la fois financière, juridique, institutionnelle
des différents outre-mer. Nous avons donc terminé pour le deuxième sujet. Je vous propose d'analyser les rapports entre le sport et la politique, en particulier à travers le cas de la Coupe du monde de football au Qatar. Concernant cette Coupe du monde, il n'a échappé à personne les polémiques antérieures qui sont intervenues, en particulier le traitement qui était réservé au Qatar aux étrangers, aux travailleurs étrangers. Pour être peut-être un peu brutal, pour ne pas dire sévère dans mes propos, la Coupe du monde a été attribuée au Qatar en 2010. Ceux qui ont voté pour le Qatar, dont la France, ne pouvaient méconnaître deux choses. En 2010, le Qatar, les relations avec les étrangers qui venaient au Qatar travailler, puisque c'est un petit pays, on va en parler tout à l'heure, eh bien, les relations s'appuyaient sur ce qu'on appelait la kafala. Qu'est-ce que la kafala? C'est que lorsqu'un étranger vient au Qatar, il faut qu'il ait un tuteur. C'est ce tuteur qui rend compte de l'étranger, à savoir que c'est lui qui l'autorise à travailler le temps de travail, le lieu de travail, la nature du travail. Si cet étranger veut passer le permis de conduire, il faut qu'il y ait l'aval de son tuteur. Et de toute façon, en 2010, les États qui ont voté pour le Qatar savaient pertinemment qu'il n'y a aucune chance pour un étranger d'obtenir la nationalité qatari, sauf des exceptions rarissimes liées par exemple à une ingénierie que le Qatar n'a pas, puisque c'est un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, en tout cas de Qataris, puisqu'en réalité il y en a plus, il y a environ à peu près 1 million d'Asiatiques. Premier élément. Donc en 2010, il était connu que le Qatar pratiquait la kafala. En 2010, il était également connu que le Qatar est une monarchie autoritaire, qu'il y a eu donc un émir. Maintenant l'émir actuel a pris le relais de son père en 2013, et que cet émir, il est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. C'était connu en 2010. Qu'il existe une choura, c'est exactement le terme, une choura, donc une assemblée délibérante, en tout cas législative au Qatar, mais cette assemblée législative est consultative et que, in fine, c'est l'émir, chef de l'État et chef du gouvernement, qui signe les lois. Autrement dit, lorsque la Coupe du monde a été attribuée au Qatar, ces données étaient parfaitement connues. Je ne vois pas pourquoi actuellement il y a eu une polémique sur les droits de l'homme, sinon au nom d'un certain égocentrisme politique occidental, l'Occident se croyant seule détentrice de la démocratie, mais on voit aussi, en voulant imposer la démocratie en Afghanistan, en Irak ou en Libye, quelles en sont les conséquences. En tout cas, il y a eu plus de déstructuration politique qu'il n'y a eu de stabilité. Donc, les faits étaient connus. Une simple nuance que j'apporterai, c'est qu'en 2016, la kafala a été abolie. Mais le principe d'avoir un tuteur ne l'a pas été. Pourquoi? Parce que la source d'inspiration de la kafala, le fait que lorsque l'on vient en terre musulmane, il faut qu'il y ait un tuteur musulman, fait partie de la charia, où le musulman qui accueille l'étranger doit s'en occuper. Voilà, c'est tout simplement un fondement théologique. Et le Qatar, même s'il est plus ouvert que par exemple l'Iran, n'en demeure pas moins sur des fondements théocratiques. Donc on peut parler de théocratie. La kafala a été abolie, mais dans le référentiel socioculturel du Qatar, mais vous voyez bien que les étrangers connaissent des situations difficiles qui ont été mises en avant à moult reprises d'ailleurs
au niveau de la presse. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est que dans la Choura, les 2 tiers sont élus, le tiers est proposé par l'émir. Et pour la première fois, donc là, en 2021, il y a 45 personnes dans la Choura au Qatar. 30 ont été élus, tous des hommes, et 15 sont proposés par l'émir, un tiers. Et pour la première fois, l'émir a proposé 2 femmes pour siéger à l'Assemblée législative consultative. Donc on peut dire que l'effet Coupe du Monde a eu des conséquences en termes d'évolution légère sur le plan à la fois sociologique, l'entrée des femmes dans la Choura, et y compris par rapport à certains grands principes théocratiques. Par exemple, on a évoqué la kafala. En réalité, le sport et la politique, de toute façon, resteront toujours imbriqués. Pourquoi? Le Qatar, c'est moins de 3 millions d'habitants, mais un produit intérieur brut en 2021 de 180 millions d'euros. Imaginez-vous que la France était dans le même état de produit intérieur brut que le Qatar. Il aurait fallu multiplier ces 180 milliards de dollars par 22. La France a 66 millions, voire un petit peu plus, puisque le Qatar a moins de 3 millions. Et alors que le produit intérieur brut de la France en 2021 est environ 2900 milliards d'euros, ben, si vous le multipliez par au moins 22, ça voudrait dire que la France aurait un produit intérieur brut, s'il fallait comparer au niveau de vie qatari, de plus de 4 000 milliards d'euros. Donc, on comprend très bien que se fâcher avec le Qatar ne peut que créer un certain nombre de difficultés, d'autant que le Qatar tient sa richesse à sa capacité d'avoir pu liquéfier le gaz. Et donc, les Russes livrent du gaz à l'Europe par des gazoducs. Le Qatar a la possibilité de livrer du gaz liquéfié par bateau et par conteneur. Vous aurez compris que par les temps qui courent, et au moment où il y a une menace de pénurie importante, en particulier en matière de gaz, que personne n'irait se fâcher avec le Qatar en prenant le risque d'aller boycotter la Coupe du Monde. D'ailleurs, tous ceux que l'on a interrogés, y compris les étrangers et les quelques Guadeloupéens qui s'y trouvent, ne voient aucune contrainte particulière. Bien sûr, les choses peuvent se cacher. Ne voient non plus aucune imposition de type sur le mode vestimentaire en lien avec la théocratie musulmane. Et finalement, la Coupe du Monde de football se déroule dans des conditions tout à fait normales, sans pour autant que le Qatar soit pointé du doigt. C'est presque une situation, en tout cas la situation des étrangers a déjà presque été oubliée. Voilà, nous avons terminé avec nos 3 sujets. J'espère que j'ai pu susciter des éléments de réflexion, puisque je vous rappelle que sous Éclair TV, nous ne développons pas de manière dogmatique un certain nombre de thèses, mais nous donnons un certain nombre d'idées pour que chacun d'entre vous puisse lui-même se forger une opinion. Bonne semaine et que la nuit vous soit douce.